nous avons la chance d'accueillir Boris. C'est Boris qui est responsable de quelque chose qui nous touche tous, je pense, dans cette salle d'assez près. C'est la maintenance des TGV. Donc vous allez voir maintenant une application de la pensée Lean à quelque chose d'assez inattendu. Et un vrai challenge, c'est faire rouler les trains à l'heure. Bon courage. Merci Mickaël. J'ai vu qu'une certaine partie d'entre vous est arrivée en retard tout à l'heure. J'imagine qu'il y en a une partie pour lesquelles, comme d'habitude, quand je présente quelque chose comme ça, c'est de ma faute. Est-ce que je pourrais savoir combien d'entre vous sont venus ici en train? Ok. Donc, je suis cheminot et d'habitude, quand j'arrive un peu en société comme ça et que je commence à évoquer ma profession, au bout de 3 minutes, chacun a un exemple à me donner. Bon, moins bon. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va inverser un peu les choses. De toute façon, il n'y a pas trop le choix, c'est moi qui ai le micro. Ce qu'on va faire, c'est que c'est moi qui vais vous raconter ce qu'on fait de bien ou de moins bien. Alors d'abord, la SNCF, vous connaissez sans doute tous, vu le nombre de bras qui se sont levés, la face visible, le voyage dans les trains, l'expérience client. Il y a des coulisses à tout ça. Il y a un coulisse qui est assez conséquent, c'est la coulisse de la maintenance des trains. La maintenance des trains à la SNCF, c'est 23 000 personnes, c'est 39 usines de maintenance, c'est 2 centres d'études et de recherche, et c'est 2,7 milliards d'euros par an qui sont consacrés à la maintenance des trains. Donc ce n'est pas une paille dans l'entreprise. Alors, là-dedans, moi, je suis un petit maillon. Je suis le directeur du Technicentre TGV de Lyon, donc je suis venu en voisin. C'est un centre de maintenance qui est un centre de maintenance moyen, qui compte 410 opérateurs, 410 personnes au total du moins. Et si on était une entreprise, en tout cas comme une autre, notre chiffre d'affaires sera un chiffre d'affaires de l'ordre de 70 millions d'euros. Les opérations d'entretien qu'on effectue sur les TGV, c'est toutes les opérations d'entretien courant. C'est des opérations qui ont une périodicité qui va de 3 jours à 3 ans. Des opérations qui vont de 45 minutes à 5 jours. Et des opérations pour lesquelles on engage, en termes de main-d'œuvre, de quelques heures de main-d'œuvre jusqu'à 800 heures de main-d'œuvre pour les opérations qu'on fait tous les 3 ans. Donc vous voyez qu'on balaye un spectre large d'opérations avec des flux fort divers et variés. Alors, pourquoi je suis ici aujourd'hui, finalement, pour vous parler de Lean? J'aurais pas été là s'il n'y avait pas eu, à un moment donné, une volonté très forte de SNCF d'aller vers des démarches du type démarche d'excellence opérationnelle. Sans cette volonté-là, au Technicentre de Lyon, au niveau des gens qui organisent toute la maintenance des trains, il n'y aurait pas eu, sans cette volonté forte, du moins, il n'y aurait pas eu de présentation aujourd'hui. Alors, le domaine du matériel, en plus, là-dedans, est un domaine qui est vraiment précurseur. Sans doute parce qu'on a une dimension industrielle qui est très forte. Je vous parlais tout à l'heure de 39 usines. Et dans le système de production de matériel, tout ce qui est excellence opérationnelle est une composante très forte. Alors, le voyage, entre guillemets, il a commencé en 2011. Et il s'est fait en 2 phases. Une première phase qui a duré de 2011 à 2014, dans laquelle on a développé un certain nombre de choses, des outils, on a mis en place des personnes, dénommées responsables d'amélioration continue, spécialisées dans ces domaines-là. On a commencé à faire de la formation. Et puis on est arrivé à un stade où il y avait une forte disparité dans la progression, où tout ça était très hétérogène. Depuis 2015, il a été décidé d'accélérer tout ça. Donc ça s'est structuré. Il y a des outils standards qui ont été déployés. Et surtout, la capacité de formation a été quadruplée de manière à insuffler cette direction dans la tête de tous les opérateurs. Et c'est l'objectif, c'est d'aller jusqu'à l'opérateur. Alors, le parcours du Technicentre TGV de Lyon dans tout ça. De 2011 à 2015, enfin à 2014, on a fait beaucoup de tests browniens, donc du mouvement brownien. Moi, je suis scientifique, donc je fais des comparaisons scientifiques.
c'est-à-dire qu'on s'est un peu agité. Et puis, ça aboutit à de longs débats circulaires. Dit autrement, on a pas mal tourné en rond sur par quoi on commence, par quoi on continue, par quoi on recommence, par quoi on continue. Et puis, en 2015, quand l'entreprise a décidé d'accélérer, les mouvements circulaires et les mouvements browniens, qui, entre parenthèses, nous ont beaucoup appris. Ces 4 années n'ont pas été des années inutiles, loin de là, parce que ça nous a aidés, en tant qu'équipe, à se forger une conviction sur la manière dont il fallait faire. Et c'est ça qui nous a conduit, quand l'entreprise a accéléré, à se dire, bon, maintenant, si on veut vraiment faire du vrai, il nous faut une stratégie locale qui va nous donner le cap et qui va nous aider à sortir de ces cercles de discussion et à réellement avancer. Et ce qu'on a choisi, alors toute ressemblance avec un dessin connu, je n'ai pas fait exprès, je suis désolé. Ce qu'on a choisi, c'est que notre stratégie, pour répondre aux attentes de l'entreprise sur l'excellence opérationnelle, ce soit le Lean. Et ce qui nous guide là-dedans, eh ben, c'est le TPS. Le TPS, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il faut qu'on commence d'abord par avoir des buts clairs et par de la stabilité. Alors concrètement, la stabilité, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord la sécurité. Donc, pour travailler là-dessus, on a mis en place un certain nombre de choses. Et puis, on a voulu aller assez rapidement au-delà du simple constat a posteriori des événements sécurité, des accidents du travail. Et on a décidé de travailler de manière proactive en mettant en place un baromètre sécurité. C'est ce que vous avez en haut à gauche de la slide. Et puis en mettant en place dans toutes les équipes des cahiers d'identification, d'observation des risques. Là derrière, pas de volonté de faire des listes de problèmes, des listes de risques. C'est juste des supports d'apprentissage pour les gens. Et c'est aussi des supports de travail en commun entre les managers et les opérateurs qui sont sur le terrain et les pôles de soutien qui sont dans les bureaux et qui sont là aussi pour maintenir le niveau de sécurité. Ces points, ces 2 outils, sont des outils d'échange, des outils d'apprentissage pour apprendre à revoir des risques auxquels on s'était peut-être habitué sur le terrain et à ce que, à la fois sur le terrain, on vérifie l'amélioration des standards et on les corrige, et qu'à la fois, dans les bureaux, les procédures de haut niveau soient adaptées pour qu'elles soient fluides sur le terrain. Vous avez en bas de la slide un exemple de réalisation qui est sorti de ce genre de choses. L'installation qui est là, c'est ce qu'on appelle un verre en fosse, ça permet de changer les essieux sur les TGV. Donc c'est un outil, une table qui est posée sur des vérins assez puissants, et puis qui est posée dans une fosse qui doit faire 6-7 mètres de profondeur. Et vous voyez que les opérateurs, quand ils travaillent, ils sont sur cette table. Certes, il y a une rambarde, mais ce qui a été constaté, c'est que parfois, il y a des pièces qui ont tombé dans la fosse. Sur les TGV, vous avez des amortisseurs et des suspensions avec des ressorts assez dimensionnés. Et la crainte qu'on avait, c'est que ce genre de ressorts tombe, rebondisse, parce que si ça tombe au fond, ça va rebondir à nouveau jusqu'à la table et blesse des agents. Donc les opérateurs ont réfléchi et ont proposé d'installer ce genre de solution sur l'installation. Nous, on leur a donné les moyens de le faire. La stabilité, ça passe aussi par clarifier l'espace de travail, et donc par le 5S. Donc vous avez vu au début, on a commencé par faire un plan, par planifier un peu ça, et par faire un certain nombre de chantiers. Alors à la fois des chantiers qui ont permis de clarifier l'espace de travail, et à la fois des chantiers qui ont permis de mieux voir les stocks, de mieux visualiser les stocks, et de voir où est-ce qu'on entassait des pièces. La stabilité, et ça c'est un point quand même très important qu'on a découvert récemment, ça passe également par de la formation et de la formation pratico-pratique au poste de travail. Donc on s'est lancé dans un programme de dojo qui a commencé modestement, d'ailleurs suite à un problème de qualité, un train qui est tombé en panne et qui a nécessité de rembourser le billet, en tout cas de compenser le billet à 9000 clients. On avait mal serré une connexion électrique sur une toiture de TGV. Au bout de 9 mois, la connexion s'est desserrée. Et puis, comme il y a énormément d'intensité qui passe dedans, la connexion a fondu, le train est tombé en panne à proximité de Lyon. Ce qu'on a décidé suite à ça, c'est de commencer notre programme dojo par un dojo sur le serrage des connexions. C'est un agent de maîtrise qui a pris la main et qui a conçu le dojo que vous voyez là, qui est très modeste. C'est le premier qu'on ait fait.
Et puis sur ce dojo, depuis, on a passé déjà 2 fois l'ensemble des opérateurs des équipes électriques qui sont amenés à serrer ce genre de connexion. Et ils vont y repasser très régulièrement. Alors, on est en train, en ce moment, de continuer dans cette optique-là. J'espère que bientôt, je pourrai revenir et vous présenter notre espace dojo. Là, on a fait ça dans un coin parce qu'il y avait vraiment un besoin très particulier. Mais il y a beaucoup d'idées qui germent depuis qu'on a mis ça en place. Les équipes qui passent à côté, qui sont d'autres spécialités, d'autres métiers, sont très intéressés et ont plein d'idées de dojo à mettre en place pour former les gens aux gestes de base et donner un peu de stabilité du coup dans la production en maîtrisant déjà au départ les gestes de base de production. Alors tout à l'heure j'ai dit que le TPS nous donnait deux directions à suivre au début, la stabilité et clarifier les buts. Pour clarifier les buts, ce qu'on a commencé par faire, c'est de débarrasser une salle, de faire un peu de place, et puis de se faire une OBIA. Donc vous avez quelques images de cette salle. Cette salle, en quoi elle crée de la stabilité? Elle nous a obligés à nous interroger sur ce qu'étaient nos buts. On les a résumés dans la partie droite du slide. Donc c'est d'abord la sécurité à 100%. Ensuite, on s'est mis à la place des clients tous les TGV à disposition à l'heure, sans panne, propre, avec les équipements sièges, WC, climatisation, tablette prise qui fonctionnent. Je sais, vu le nombre de personnes qu'il y a dans la salle, je pense qu'il y en a qui n'ont pas encore eu la totalité de ce but, mais ça reste un but. C'est ce qui nous tire tous les jours. Et le fait que, quelque part, sans doute certains, aujourd'hui, n'aient pas été complètement satisfaits par rapport à ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on a encore des marges de progression. Et dernier point, moins cher. Le deuxième point pour lequel cette OBIA nous apporte de la stabilité, c'est que c'est un lieu, c'est pour ça que je me suis senti obligé de mettre une photo de table avec des tabourets, c'est que c'est un lieu dans lequel on se réunit, à la fois quand ça se passe bien pour un peu balayer nos indicateurs, regarder où on en est, et surtout quand on est en situation un peu compliquée, situation un peu de crise, que les performances se dégradent, on se réunit là, et on a là un espace de réflexion un peu en retrait, où on peut discuter entre nous, des avis des uns et des autres, partager des avis, certainement pas ressortir avec des listings Excel d'actions diverses et variées, un espace où on va partager les points de vue, et où on va ressortir avec quelques orientations communes qui vont ensuite permettre à chacun d'utiliser son leadership et d'avancer dans la direction qu'on a choisie ensemble. Tout ça, ça nous amène au résultat suivant. Je les ai mis au milieu, puis après je vais vous expliquer. Du coup, tout ça c'est assez, quelque part c'est assez haut niveau, entre guillemets, et ensuite je vais vous expliquer comment on l'a fait. Les objectifs auxquels ça nous a mené, depuis le début à peu près de notre voyage, c'est les résultats suivants. Pour les accidents du travail, on a commencé à travailler en mode proactif, comme je vous le disais, à peu près l'année dernière. On les a réduits de 60% entre 2014 et 2015. Un deuxième indicateur majeur qu'on a, ce sont les mises à quai tardives. Donc la mise à quai tardive, vous connaissez, c'est quand vous entendez la douce voix de la speakerine vous dire que suite à un problème dans la préparation du train, votre train sera mis en place avec un retard de X minutes. Ces mises à quai tardives, en 2011, on en faisait 120 par an. Pour vous donner un ordre de grandeur, on met à peu près à quai 9000 trains par an dans les gares lyonnaises. On a réduit ce nombre de mises à quai tardives de 88% en 4 ans. Donc vous voyez, je vous disais que ce n'était pas forcément inutile, les mouvements browniens et tourner un peu en rond, parce que ce sont sans doute les premiers sujets sur lesquels on a commencé à travailler, les mises à quai tardives. On a réussi à enclencher une dynamique là-dessus parce qu'on se focalisait beaucoup là-dessus. Et le fait ensuite d'avoir basculé dans une vraie stratégie nous a permis de continuer cette pente de progrès, cette dynamique de progrès, alors qu'on avait quand même déjà bien baissé le niveau. Le troisième point sur lequel on a commencé à obtenir des résultats intéressants, c'est ce qu'on appelle nous le taux d'incident. Le taux d'incident, c'est la fiabilité des trains. Un incident, c'est un train qui tombe en panne en ligne et qui arrive avec plus de 5 minutes de retard à l'arrivée. Sur ce graphique, j'ai représenté le taux d'incident, 3 taux d'incident
pour 3 années différentes. La colonne bleue, c'est le taux d'incident des rames Ouigo. Pourquoi les rames Ouigo? Les rames Ouigo, vous savez, ce sont les TGV dits low cost de la SNCF, parce qu'ils sont intégralement entretenus dans notre centre de maintenance. Et la colonne rouge, ce sont les rames Paris-Lyon. Donc sans doute, un grand nombre d'entre vous sont venus avec une de ces rames ici. Ces rames, pareil, elles sont intégralement entretenues dans le centre de maintenance de Lyon. On a une autre partie de notre charge sur laquelle on entretient le parc de manière mutualisée avec d'autres centres de maintenance. Parce que les trains vont sur d'autres origines, d'autres destinations, et puis qu'on préfère entretenir là où le train arrive. Sur ces deux parcs, Lyon est le plus pertinent parce que les rames passent toujours chez nous. Donc ce qui est intéressant, comme on est les seuls à intervenir dessus, ça nous permet de voir un peu, d'avoir un coup de sonde sur notre performance en termes de fiabilité. Et ce qu'on constate, c'est que sur Ouigo, on voit qu'on a enclenché un mouvement d'amélioration dès 2014. On est arrivé à des taux d'incidents qui sont entre 4 et 5 incidents par million de kilomètres. Et en vert, je vous ai représenté la fiabilité moyenne sur tout le parc des TGV de l'entreprise. Donc vous voyez qu'on a en tout cas des signaux positifs. Tout n'est sans doute pas lié à notre seule intervention, mais en tout cas, sur les parcs sur lesquels on travaille, on a des résultats, des chiffres qui sont plutôt intéressants. En gros, en 2015, ça met ces deux séries en tête en termes de résultats de fiabilité des parcs TGV. Et puis le dernier point, moi, c'est celui qui me tient le plus à cœur, c'est ce que j'appelais le nombre d'heures de maintenance par journée d'immobilisation RAM. Alors, pour moi, ça représente la manière dont on fait mal au capital en faisant de l'entretien, en entretenant nos TGV. Pour les entretenir, on n'arrive pas à tout faire quand vous n'êtes pas dans les TGV, quand ils ne sont pas utilisés, donc la nuit. Il y a un certain nombre d'opérations, quand je vous dis qu'il y a une opération qui dure 5 jours, on est obligé d'arrêter le train pour ça, d'arrêter la rame, d'arrêter le matériel pendant 5 jours d'affilée. Le nombre d'heures de maintenance qu'on produit par journée d'immobilisation RAM, plus on va l'augmenter, moins on va avoir besoin d'immobiliser du capital pour faire les travaux. Et vous voyez qu'entre 2014 et 2015, on a effectué un saut de 12% sur le nombre d'heures de maintenance par journée d'immobilisation RAM. Donc à nouveau, un signal qui est plutôt positif. Alors il y a d'autres chiffres sur lesquels on n'a pas réussi à progresser. Par pudeur, du coup, je n'ai pas fait de slide dessus. Ça adresse les sujets confort. On n'a pas de résultats spectaculaires. On est très flat sur tous les sujets de disponibilité des WC, de fonctionnement des climatisations. On n'a pas réussi à faire de saut là-dessus, ou de satisfaction client sur la propreté des trains. Donc c'est des enjeux dont on est bien conscient. Ça fait partie des choses qu'on retrouve dans notre OBIA sur les tableaux. Et c'est sur ces points-là, du coup, qu'il va falloir qu'on réussisse à ce que notre démarche soit plus globale. Alors, comment on fait ça avec les 400 collaborateurs du Technicentre? Eh ben, on revient à la maison du TPS et on enclenche le programme d'activité finalement qu'elle nous recommande en essayant de l'adapter à notre activité. Ce programme d'activité, c'est 3 choses, hein. Travail standardisé, Kaizen, et mixage, lissage de la production. Alors, d'abord, les standards. Ce qu'on a commencé à faire pour adresser les standards, et sur tous ces sujets-là, en fait, la description que je vais vous faire, elle part du terrain. On commence par le terrain, puis les activités, on va voir qu'elles vont s'éloigner un petit peu du terrain, mais elles partent toutes du terrain. On a commencé par de la résolution de problèmes assez basiques dans les équipes. Dans toutes les équipes, maintenant, au Technicentre, vous trouverez ce genre de tableau dans lequel on demande aux managers de poser un problème comme un écart de performance qui s'explique par un écart de standard, et de rechercher la cause de cet écart de standard, et de mettre ensuite en place les contre-mesures, et de les contrôler par rapport à la cause qui aura été identifiée. Alors, ce sur quoi on insiste beaucoup là-dessus, c'est la notion de dynamique. Ce qu'on demande aux équipes, c'est que ces tableaux soient utilisés quotidiennement, que chaque jour, on se pose pour faire un exercice, pendant pas longtemps, 15 minutes, 20 minutes, où on prend un écart de performance qui s'explique par un écart de standard, et on réfléchit dessus. Il y a 3 contre-mesures types auxquelles on arrive à chaque fois. Soit il n'y a pas de standard, on a énormément de procédures, mais des standards au sens standard de l'équipe, standard de travail de l'équipe, on en a quand même très peu. Donc soit on n'a pas de standard, c'est une fantastique occasion de commencer à l'écrire et d'apprendre à discuter de standards. Soit on a un standard,
et il n'a pas été appliqué correctement, pour deux raisons possibles. Soit problème de formation, donc on reforme au standard, et là on revient à notre système de dojo de tout à l'heure. Soit le standard n'est pas bon, et on le modifie en discutant avec la personne qui a eu le problème. Cette résolution de problème, elle est aussi très basique, dans le sens où ce qu'on demande, c'est que ce soit toujours sur des problèmes que d'habitude on sait faire, donc des problèmes vraiment de standard, et où ce jour-là on s'est pris les pieds dans le tapis. Et on demande que ce soit fait avec une personne, la personne qui s'est pris les pieds dans le tapis, pour réfléchir avec elle, travailler avec elle, et chercher les causes et non pas le coupable. Ce qu'on demande en dernier lieu, c'est que du coup cette expérience entre le manager et l'opérateur, elle soit partagée avec le reste de l'équipe pendant le briefing d'équipe, qu'on explique en partant de l'expérience de l'opérateur, qu'on explique la cause et qu'on explique la contre-mesure qui a été donnée. C'est un moyen tous les jours de reformer toutes les équipes à un standard. Alors quelques exemples. Alors je sais, c'est pas spectaculaire. C'est une étagère de stockage. Ceci est une étagère de stockage. C'est l'étagère de stockage où on stocke les contacteurs. Les contacteurs sont ces interrupteurs qui permettent de faire passer le courant à des endroits divers et variés dans les blocs moteurs et dans les moteurs des TGV. Ce sont des pièces électromécaniques et ces contacteurs-là, évidemment, quand on fait de la maintenance, on en remplace régulièrement. Et puis, à plusieurs reprises, on les a mal branchés. Alors je vous rassure, ce n'est pas parti en ligne, c'était plutôt du rebut interne, parce que derrière on fait des essais. Et par contre, souvent ça nous a fait perdre beaucoup de temps, parce que des contacteurs, il y en a plein, et quand on fait les essais, on ne sait jamais trop où est le problème, et on passe un temps fou à trouver l'endroit où le mauvais branchement a été fait. Du coup, les opérateurs ont pris ça dans leur résolution de problèmes quotidienne. Ils avaient quelques bouts de standards, et ils ont décidé de les améliorer un peu, et surtout de les mettre à disposition à côté des pièces, pour que lorsque l'opérateur vient chercher sa pièce pour aller changer son contacteur, il l'ait directement à disposition. Et ils ont également décidé, c'était un peu le bazar, hein, il faut le dire, dans l'organisation de leur bribe de standard avant, ils ont décidé de faire une petite matrice que vous voyez en haut, là, et qui permet de savoir, sans se tromper, quel standard de branchement il faut prendre en fonction de la pièce qu'on a à remplacer. Deuxième exemple, à nouveau une étagère de stockage. Sur cette étagère, vous avez ce qu'on appelle, nous, la pédale VACMA. La pédale VACMA, c'est la pédale qui est sous le pupitre du conducteur, et ça fait partie des choses sur lesquelles il doit appuyer régulièrement pour rassurer la rame sur le fait qu'il ne s'est pas endormi. Ces pédales, c'est pareil, c'est un peu compliqué à brancher, et puis quand vous êtes sous le pupitre du conducteur, c'est pas forcément très simple de bien brancher les choses, vous n'êtes pas dans une position très favorable. Et du coup, là, ce qui se faisait, c'est qu'il n'y avait pas du tout de standard. Les gens se faisaient un petit schéma sur leur carnet de la manière dont c'était branché quand ils démontaient, et ils rebranchaient selon le schéma qu'ils avaient fait. Un jour, on a eu un souci, pareil, hein, qui a été piégé lors des essais, parce que tout ça, c'est à chaque fois essayé quand on y touche. Ce qui a été constaté, c'est qu'en fait, l'opérateur, dans la manipulation, il a peut-être été un peu perturbé, puis son carnet, à un moment donné, il l'a retourné. Et il a branché les fils à l'envers. Pareil, ils ont mis un peu de temps à trouver d'où venait le problème, puis surtout, il a fallu tout redémonter sous le pupitre du conducteur, à quatre pattes, c'est pas agréable. Du coup, ils ont pris un peu de temps, et puis ils ont rédigé un standard que vous voyez là, et pareil, qu'on a mis à disposition à côté des pédales. Ce qui est intéressant sur ce sujet, j'ai un peu insisté sur la position scabreuse de travail, c'est qu'il y a eu un deuxième tour de résolution de problème, où ils se sont dit, bon ok, maintenant on a résolu notre problème de branchement, mais quand même, ils avaient beaucoup échangé avec leur manager, on a ce problème de conditions de travail, et ils ont décidé de récupérer un pédalier complet, qu'ils ont trouvé je ne sais où, je ne veux pas le savoir. Et ce pédalier, ils ont décidé, en temps masqué, de le préparer, de le câbler, et de le mettre à disposition dans les stocks à la place des pédales. Du coup, beaucoup moins de positions scabreuses, parce qu'il suffit d'enlever le pédalier, de mettre le nouveau pédalier, et ils ont continué à utiliser leur standard, le standard servant un peu de carte, qui permet de voir si la pièce est bonne ou pas bonne. Ils ont mis un petit système dans l'équipe. Quand ils utilisent ce pédalier, le standard de branchement revient à un endroit dans l'équipe, ce qui permet de savoir qu'il faut reconditionner le pédalier qui a été démonté. Ils prennent le standard, ils vont tranquillement à l'établi et à l'extérieur de la rame, confortablement rebrancher une pédale dessus, et ils refixent le standard dessus, qui sert du coup de carte un peu aide-mémoire. Voilà.
D'autres exemples du même type, hein, sur des petits standards qui ont été faits de montage de boutons poussoirs ou des standards un peu plus compliqués sur la recherche de certaines pannes. La deuxième activité un peu plus complexe qu'on a mis en place, c'est le Kaizen équipe. Le Kaizen équipe, objectif, apprendre en équipe. Donc on a utilisé pour ça des tableaux qui sont relativement simples, qui utilisent finalement le modèle du Kaizen en 6 points, qui, je pense, est connu pour une bonne partie d'entre vous. Et là, l'enjeu, alors cette fois, on n'insiste pas plus que ça sur la dynamique. Autant on est très exigeant sur la dynamique, sur la résolution de problèmes au quotidien, autant sur le Kaizen, on se donne le temps, parce que là, l'objectif, c'est pas d'avoir une dynamique de réflexion sur les standards. Là, l'objectif, c'est d'apprendre à travailler en équipe. C'est plus l'individu qui a eu le problème ou quoi, c'est vraiment l'équipe là qui va travailler. Et le but, c'est d'apprendre à nos opérateurs à travailler ensemble. Et puis surtout, le but là, c'est de réfléchir à ces façons de travailler et non plus de se contenter de réfléchir à un truc que d'habitude on fait bien et puis que le jour-là, on s'est trompé, on n'a pas fait bien, mais de réfléchir à comment on peut vraiment améliorer notre travail, de réfléchir à comment on peut changer la méthode de travail pour aller chercher un réel gain de performance. Alors bon, aujourd'hui, ces Kaizen, ça reste un exercice pas facile pour les équipes. Grosso modo, il faut compter 2 mois pour qu'on arrive à tirer, en général, une leçon d'un Kaizen. La leçon, ça peut être d'ailleurs que tout ce qu'on a essayé ne marche pas. Hein. C'est pas grave. On a quand même appris tout un tas de choses. Et puis le fait que les équipes aient travaillé ensemble, c'est vachement bien parce qu'ils ont quand même réfléchi à leur job. Et il faut en moyenne 2 mois pour qu'on arrive à une leçon, à quelque chose de palpable, à avoir l'impression d'avoir avancé sur le sujet. Alors, quelques exemples. Vous avez ici une charrette. Alors, c'est une charrette dans laquelle il y a tout l'outillage nécessaire pour faire la visite des pantographes. Les pantographes, c'est ce qui est sur le toit des motrices de TGV qui va toucher le fil, la caténaire, pour capter l'énergie électrique et alimenter les moteurs des trains. Dans les opérations de 400 ou 800 heures dont je vous parlais tout à l'heure, on a une opération assez conséquente de vérification de ces pantographes à faire qui se fait sur la toiture des TGV. Et avant que les agents n'aient travaillé sur le Kaizen qui a permis d'aboutir à cette charrette, ils partaient avec une petite charrette à roulettes dans laquelle ils entassaient en vrac les outils qu'ils allaient chercher dans des armoires diverses et variées, assez éloignées en général les unes des autres. Et puis, ils faisaient des allers-retours entre la toiture du train et l'endroit où ils avaient laissé leur charrette. Alors, à chaque fois qu'on monte ou qu'on descend des escaliers, hein, on est d'accord, on risque de tomber, c'est pas agréable, on bosse, on s'interrompt toutes les 2 minutes pour aller chercher un outil. Donc ils ont eu l'idée de cette charrette, où la partie qui est grise, là, qui est au-dessus, et une partie élingable, qu'ils peuvent prendre avec un pont, monter directement sur le toit de la rame. Ils ont tout à disposition pour faire la totalité du job. Alors en allant voir ça, on se rend compte qu'il y a encore, enfin on voit peut-être pas très bien là, mais on se rend compte qu'il y a encore des possibilités de Kaizen là-dessus, parce qu'on voit qu'ils ont mis certaines pièces qui sont nécessaires à réparer les pantographes. Puis quand on leur demande pourquoi il y a tant de rondelles ou tant d'écrous ou tant de chintes sur la charrette, pour l'instant ils ne savent pas répondre. Ils ont mis c'est ce qu'on aura besoin pour tenir, on ne sait jamais. Voilà. Donc on sent là qu'on va avoir aussi un prochain Kaizen qui va pouvoir se faire sur je réfléchis vraiment à la quantité de pièces dont j'ai besoin et je ne prends que ce dont j'ai besoin. Autre exemple, la mise en place d'un management visuel issu d'un Kaizen sur le passage des rames en machine à laver, donc le nettoyage de la livrée extérieure des rames. Je pense que vous avez déjà pris des TGV qui n'étaient pas bien propres vu de l'extérieur. C'est un sujet qu'on a chez nous, sur lequel on a des douleurs également pour progresser. Il y a un Kaizen qui a été fait, c'est l'équipe qui a décidé de mettre en place ce petit tableau de suivi sur nos rames pour essayer d'améliorer la situation. Avec ce Kaizen qu'on a mis en place il n'y a pas si longtemps que ça, on a augmenté de 30% le nombre de passages en machine à laver de nos rames. Je ne sais pas, vous me direz tout à l'heure en aparté, je ne sais pas si ça se voit sur les quais, j'espère, mais en tout cas, on a réussi à monter le niveau par un travail de réflexion des équipes. Je vous parle de celui-là, puis le suivant, je le zapperai. Ça, c'est un truc qui a été très important sur nos sujets de mise à quai tardive. Sur nos sujets de mise à quai tardive, des boucles de Kaizen, on en a fait plusieurs. Hein, vous avez vu, on avait commencé, on n'appelait pas ça Kaizen, mais on avait commencé à faire de la résolution de problèmes là-dessus dès 2011. Ça, c'est une checklist un peu dynamique qui permet
de préparer les trains un tout petit peu en avant et de savoir quelle est la prochaine tâche de préparation à faire pour le prochain train qui va partir. C'est les opérateurs eux-mêmes qui ont fait ce petit outil très simple qui fonctionne avec Excel et qui leur a permis de vraiment fondamentalement changer la façon dont ils étaient organisés pour travailler. Avant, les quelques checks qu'ils avaient à faire avant le départ d'une rame, ils avaient une feuille de papier, puis c'est eux qui se notaient le prochain point à ne pas oublier, le prochain point à vérifier. Ce petit outil leur a largement simplifié la vie, fait gagner énormément de temps là-dessus. Et j'ai tenu à ce qu'il figure dans les exemples, parce que je pense que dans les résultats que je vous ai fait voir tout à l'heure, c'est un levier très important. Voilà, et puis des petits prototypes comme ça, d'agrès ou d'équipements, d'équipes qui permettent de simplifier un peu la vie. Là, le positionnement de deux bogies l'un sur l'autre pour le stockage. On a pas mal de chantiers comme ça. Alors là aussi, on voit les tâches de Kaizen suivants. On n'entasse plus les bogies, moins de bogies, puis on n'a plus besoin de l'agrès, mais c'est pas grave. De commencer à réfléchir à l'agrès, ça nous a permis, du coup, en allant voir ça sur le terrain, de discuter avec les agents de mais pourquoi on a finalement besoin des deux bogies, et d'en discuter calmement. On remonte un peu d'un cran, tout ça, ça se fait sur le terrain dans les équipes. On remonte un peu d'un cran parce que les activités de Kaizen, c'est pas que pour les opérateurs qui ont déjà tout leur job à faire, etc. etc. Les activités de Kaizen, c'est aussi pour l'équipe de direction. Et dans l'équipe de direction, ça se matérialise par un séminaire hebdomadaire de présentation d'un A3. On est à peu près 6 personnes, il y a à peu près 6 personnes en plus de moi dans l'équipe de direction, du moins qui sont vraiment en lien avec la prod. Et chacun à tour de rôle, donc ça revient toutes les 6 semaines pour eux, présente un A3 au reste de l'équipe dans notre OBIA. Alors là, le sujet, c'est pas tant, comme tout à l'heure, en fait, à chaque fois le sujet, c'est pas vraiment de résoudre les problèmes. C'est surtout d'apprendre aux gens à travailler ensemble. Et les sujets d'A3, ils sont discutés entre moi et la personne qui va présenter, mais on essaie de les choisir au maximum. Enfin, moi, en tout cas, le prisme avec lequel je regarde, j'essaie de choisir au maximum des sujets d'interface et des sujets qui vont les obliger à travailler leur A3 avec leurs collègues. Et puis, la séance, c'est pareil. C'est un moment de travail collectif où il faut qu'on apprenne tous ensemble à la fois recevoir la critique ou les remarques de l'autre, et à la fois à les délivrer sans que ce soit des jugements de valeur, quoi. Donc c'est un rituel qui nous apprend beaucoup sur la façon d'aborder les problèmes, la façon de mettre les problèmes en avant sans que ce soit des générateurs de conflits. Dernière activité, c'est comprendre ce qui contraint le lissage-mixage de la charge, donc la partie Heijunka. Bon, là, autant sur les autres, on a quand même un petit peu maintenant un système qui se structure, qui tourne. Autant là-dessus, on est sans doute encore des enfants, voire des bébés. Ce qu'on est en train de faire, c'est simplement qu'on a mis au mur ce que serait une planification lissée, mixée, quasi idéale. Et puis ce qu'on fait, c'est que régulièrement, on écrit le réalisé de la manière dont on travaille aujourd'hui, puis on regarde les écarts et on discute. On voit quelle pourrait être la prochaine étape d'amélioration, le prochain Kaizen de la planification, ou voilà. J'insiste aussi sur un truc que j'ai oublié de vous dire sur les sujets Kaizen de résolution de problèmes, c'est que autant l'année dernière, on était très à la production et sur le terrain, autant depuis le début de l'année, on essaie de faire ça partout. Et les tableaux que vous avez vus, ils fleurissent maintenant dans le pôle ressources humaines, dans le pôle qualité, sécurité, environnement. Et on essaie de le faire du coup partout, dans le pôle planification, dans le pôle méthode. Alors, faire des activités, c'est bien, mais il faut les soutenir. Donc ce programme d'activités, on s'est mis en place quelques petits trucs pour le soutenir sur le terrain et au plus haut niveau de l'établissement. Comment ça se traduit ? On est revenu finalement au lead time. C'est un outil très puissant, le lead time, pour soutenir des programmes de réflexion, des programmes d'apprentissage. Tous les matins, l'équipe de direction, on prend 1 heure, 20 minutes pour aller dans la salle voir ces 2 tableaux sur lesquels on a mis toutes nos rames
et les paris qu'on avait fait la veille sur l'heure de sortie de la RAM le lendemain ou dans les jours qui viennent. Et puis chaque jour, on se penche sur la réalisation ou la non-réalisation de ces paris, et puis sur le pourquoi. Alors le pourquoi, c'est les problèmes, c'est ce qui est en rouge dans le tableau, à droite dans la case commentaire. Vous voyez qu'il y en a pas mal, hein. Alors à ça, deux intérêts de cette partie, de ces premières 20 minutes. On affronte à nouveau les problèmes en équipe. On avait quand même, entre 2011 et 2014, là, pas réussi à résoudre un problème qui est que, à chaque fois qu'on discutait d'un problème, à un moment ou à un autre, ça finissait quand même par tourner, pas à l'engueulade, mais à créer de fortes tensions. Discuter de ça en équipe et faire cette activité-là, ça a forcément fait baisser la pression. Et puis deuxièmement, ce qu'on cherche avec ça, c'est soutenir le programme en créant du leadership sur le terrain. Parce que ce qu'on fait après ces 20 minutes, c'est qu'on choisit un des problèmes qui est en rouge, et on va le voir avec le codir sur le terrain. Et puis, on ne cherche pas à le résoudre, hein, on va juste le voir, se mettre d'accord dessus, et en général, derrière, il se passe des choses. Et deuxième point pour entretenir tout ça, c'est très important, c'est ma tournée Kaizen quotidienne. Donc j'ai un planning que j'ai affiché là, alors qui est quotidienne quand je n'ai pas une autre contrainte, mais en moyenne 3 fois par semaine, je passe 20 minutes dans une équipe où on se met devant les deux tableaux, le tableau Kaizen et le tableau de résolution de problèmes quotidienne, et où on discute du tableau. Dès qu'on arrête ça, je peux vous dire que les Kaizen, les tableaux de résolution de problèmes, la dynamique en prend un coup. Et ce programme d'activité et le fait de le soutenir, eh ben, ça conduit à modifier les procédures par les managers. Il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place directement par le middle management. Typiquement, vous voyez ici, passer d'une vision fonction de la fiabilité des rames à une vision RAM. Donc ils ont mis au mur l'ensemble des rames sur lesquelles on fait la totalité de la maintenance, et tous les jours, ils passent une demi-heure à discuter des problèmes de la veille sur ce parc de rames, et petit à petit à apprendre mieux comment fonctionnent nos rames, comment elles tombent en panne. Et surtout, on ne le fait plus par petits métiers, par petits silos, c'est l'ensemble de la production et des spécialités qui se mettent devant ce tableau pour discuter, pour réfléchir. Deuxième chose qu'on a un peu changé, c'est de s'intéresser au cycle entretien-exploitation des rames, pour viser finalement un flux continu. Donc là, on en est à un stade où on a pris quelques rames et on les suit en permanence et on met au mur ce qu'elles font, à la fois en termes de train et à la fois en termes de maintenance. Et on essaye de voir dans quelle mesure il y a des cycles réguliers entretien-exploitation ou pas, et comment on pourrait aller vers un flux plus continu, à la fois dans les opérations d'entretien et d'exploitation. Et dernier point qui s'est mis en place, c'est au travers de tout ce qu'on a pu voir sur le terrain, on s'est rendu compte aussi que les problèmes, fallait à chaque fois qu'ils aillent jusqu'au bureau pour pouvoir être évoqués entre les opérateurs, le management. Donc on a fait un premier pas, on a déporté un peu le suivi de la production, au moins pour les rames à gros contenu de travail sur lesquelles il y a le plus de problèmes en général. On l'a déporté sur le terrain, au nez de la rame. C'est une première étape, donc les problèmes, on les rapproche de la rame et on va vers les problèmes plutôt que d'attendre que les problèmes arrivent dans les bureaux, dans les locaux d'équipe. Évidemment, l'étape suivante, c'est d'avoir ça, mais sur chaque poste de travail dans la rame. Pour l'instant, ça pose quelques cols. Une rame, c'est 200 mètres de long, le site fait 21 000 hectares, il y a des équipes un peu partout. Mais une première étape a été faite et on continue à améliorer ça. Je vous disais tout à l'heure, on tourne en rond, on commence par quoi, on continue par quoi. On continue par quoi, ce qui nous l'indique, c'est les deux piliers. Améliorer à la fois, chercher en permanence à améliorer le juste à temps et chercher en permanence à améliorer le niveau de JDoka. Et ça nous aide à nous poser les prochaines questions. Les prochaines questions qu'on se pose en ce moment, là, sur le juste à temps, c'est comment ferait-on pour sortir un train toutes les 50 minutes, c'est-à-dire qu'on calcule notre takt time, on sort une trentaine de trains par jour, à raison de 24 heures, ça fait un train toutes les 50 minutes si on avait un client idéal, mais en général, vous préférez voyager le matin ou le soir. Donc il va falloir qu'on s'adapte. Deuxième question que nous pose la volonté d'améliorer en permanence ce niveau de juste à temps, c'est comment aller vers un travail à la remorque, et puis vers un travail sur 21 000 hectares. Troisième question, c'est comment faire du tact la seule contrainte de la planification, parce qu'à force d'aller voir aussi tout ça sur le terrain, on se rend compte que finalement, aujourd'hui, la planification, c'est qu'un point focal de contrainte. Et il faut qu'on réussisse à inverser cette logique. Les questions que nous pose le JDoka, il y en a deux aujourd'hui qu'on se pose. C'est comment former nos opérateurs à s'arrêter lorsqu'ils entrent en zone grise. 21 000 hectares, je vous le disais, donc on a des opérateurs un peu partout, il faut qu'ils soient très autonomes. Et aujourd'hui, ils ont tendance à se débrouiller, à aller jusqu'au bout. Le sujet, c'est de réussir à leur apprendre, à un moment donné, à se dire « Ok, stop, j'entre là dans une zone de danger », à leur faire prendre conscience de ça et à appeler du renfort. On est encore loin du hand-done, mais on se pose ces questions en ce moment. Et le deuxième point,
Le deuxième point, c'est sur séparation du travail de l'homme et du travail de la machine. On cherche à comment séparer le travail des opérateurs du travail de la machine supply chain. Si on considère que la supply chain chez nous est une machine, aujourd'hui on se rend compte qu'on demande beaucoup trop d'intervention à nos opérateurs pour faire tourner cette machine-là. Donc la réflexion qu'on a, c'est assez classique, hein, c'est aller vers un petit train logistique, ce qui ne manque pas d'ironie quand on fait rouler des TGV de 350 tonnes. Et c'est le sujet du moment. Je conclus par une slide qui, pour moi, résume un peu notre parcours. C'est qu'une volonté très forte de l'entreprise, c'est le point de départ indispensable à toute démarche ou à toute volonté d'aller vers du lean. Une stratégie d'usine qui est le lean, ça permet de largement se guider. Là, je vous ai remis la maison du TPS et les petits sigles, c'est des petits sigles qui permettent l'auto-évaluation par rapport aux différents items. Donc régulièrement, on se pose la question de savoir si on progresse pas, etc. Ça nous guide vraiment, et c'est ça qui, derrière, nous permet d'avoir des résultats qui sont plutôt prometteurs et qui, j'espère, vont devenir prometteurs sur les items un peu douloureux dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention. Génial. Merci. C'est assez impressionnant de revoir toutes ces années après. On discutait avec Dan de le retour au lean hardcore là. Est-ce que il y a eu un moment de déclic? Il y a eu un truc dont tu te souviens particulièrement? Non, je pense que le déclic, c'est les 3 ans de mouvement brownien et de tournage en rond, comme on dit. Bon, on a eu marre, quoi. Oui, et bon, après, on a énormément discuté dans l'équipe. Donc le déclic, il n'a pas été individuel, ça a été le déclic quelque part de l'équipe, en fait. Donc, à force d'en discuter entre nous, on a beaucoup... comment ça s'appelle? C'est le nemawashi, c'est ça? Je sais plus. Enfin, on a beaucoup discuté entre nous. Il parle japonais en plus. On a beaucoup discuté entre nous de ce qu'on faisait. Au début, c'était vraiment des discussions très bas de gamme sur les outils, on va faire la résolution de problèmes. Et petit à petit, on a aussi un peu lu des bouquins, chacun de notre côté. Et petit à petit, on a évolué. Je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment eu de déclic, en fait, mais voilà. Très impressionnant, en tout cas. Des questions pour Boris? On est deux. Bonjour, François Lopez Thalès. Je travaille en maintenance aussi. SNCF, c'est une entreprise qui est assez syndicalisée, je crois savoir. Je voulais savoir comment vous avez réussi à faire le lien entre l'OBEA et le terrain. Et surtout, j'étais très impressionné par l'exemple de Dojo. Comment vous avez réussi à entraîner l'opérateur à faire confiance à son manager et à lui montrer tous ces trucs-là que j'imagine assez secrets, si je me place du point de vue de certains opérateurs. Assez secret, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est mon métier, je ne vais pas montrer à mon chef comment je travaille. Alors c'est peut-être un problème que vous n'avez pas rencontré, je ne sais pas. Non, on n'a pas rencontré ce problème. On est un centre, ça je ne l'ai pas dit, mais on est un centre de maintenance qui est très jeune. On doit être le dernier, je pense, centre de maintenance qui a été créé à la SNCF. Le site a commencé à produire en 2009 et on a du coup une moyenne d'âge des opérateurs qui est autour de, je ne veux pas dire de bêtises, mais de 26 ou 27 ans. Donc je pense que la démographie fait que... Il a un secret. Ce problème-là. Merci François, c'est une bonne question. Oui, enfin, y a toujours, comme toujours, à une médaille, il y a un côté pile, il y a un côté pile et un côté face. Les jeunes, c'est peut-être bien parce qu'il y a certains problèmes qu'on n'a pas, mais il y en a d'autres. Ils savent pas bosser, c'est ça? Non, ils savent très bien bosser. Une question? Une autre question? Oui, Xavier Girard, SNCF également. Boris, on est très impressionné par tout ce que tu as montré, mais quand tu vas partir, comment tu le sens quand tu vas changer de poste après? C'est pas d'actualité. Oui, mais ça t'arrivera. Oui, probablement. J'expliquerai déjà tout ça à mon successeur. Et voilà, mais je pense que le système... déjà, la volonté forte de... Ça, c'est quand même ce que je décrivais tout à l'heure. La volonté forte de l'entreprise, la formation avec une usine-école qui est quand même très performante, et puis la dynamique qu'il peut y avoir au niveau du domaine de la maintenance du matériel sur le sujet, fait que
on ne devrait pas avoir de mal à trouver d'autres gens qui vont continuer à cultiver le champ, quoi. Bonjour. James. Oui, Pardon, il y a quelqu'un. Allez-y là-haut. Bertrand Olivard d'Inperf, bonjour. Félicitations pour votre présentation, elle était très convaincante, vous faites preuve d'un grand leadership et c'est pour moi fondamental. La question que je voudrais vous poser, c'est comment faites-vous, où avez-vous attrapé le virus, entre guillemets, qui fait de vous aujourd'hui un vrai leader? Et la deuxième question, est-ce que vos 38 collègues des 38 autres technicentres ont le même virus? Donc ça rejoint la question précédente, comment généraliser tout ça, et qu'en pense le patron des technicentres? Alors, je vais commencer par la dernière question, c'est la plus facile. Ce qu'en pense le patron des technicentres, je pense qu'il faudra que ce soit lui qui réponde. Je n'ai jamais évoqué ce sujet-là avec lui, en fait. Après, sur comment j'ai attrapé le virus, j'aurais jamais attrapé le virus si à un moment donné, la SNCF n'avait pas voulu aller dans la direction, alors on pourra appeler ça comme on veut, mais n'aurait pas voulu aller dans la direction de l'excellence opérationnelle et dans le fait de développer à mort ce genre de démarche managériale. Après, le choix de la stratégie locale, d'utiliser du coup le TPS, le Lean, etc., le point de départ, c'est quand même cette volonté forte, quoi, qui a fait que l'équipe du Technicentre de Lyon a eu une curiosité pour tout ça, et a passé, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mystère, a passé plusieurs années à tourner en rond, à faire des mouvements browniens, et puis à petit s'intéresser au travers de lectures, en regardant des choses sur Internet, en allant voir ce qui se passe ailleurs, en s'intéressant, quoi, puis en apprenant petit à petit finalement. Hein. Voilà. Le seul point qui fait qu'à un moment donné on part là-dedans, c'est quand même l'entreprise qui à un moment donné dit on y va. Après, la déclinaison, c'est comment on s'y intéresse, comment on apprend, comment... James. oui. Bonjour, James Leifer. Pourriez-vous parler un peu de votre propre standard et comment ça a évolué, en fait? Comment vous voyez votre journée il y a 3 ans et maintenant? Alors, ma journée il y a 3 ans, ma semaine, quoi, il y a 3 ans, c'était sans doute 90% de mon temps dans des réunions, dans le bureau, dans des séminaires, dans des choses comme ça, à essayer de comprendre ce qui se passe en posant des questions aux gens, mais dans les bureaux. Et aujourd'hui, je pense que sans bluffer, je dois passer chaque jour où je suis au Technicentre, et vous avez vu tout à l'heure, c'est quand même 3 à 4 jours en moyenne dans la semaine. C'est clair que ma matinée, elle est sur le terrain. Tout commence par le petit rituel matinal de 8h à 9h où on va voir le lead time et où on va voir un problème sur le terrain. Ensuite, en général, j'enchaîne vers... prends un café. Hein. Puis ensuite, vers 9h15, 9h30, j'enchaîne par les 20 minutes dans une équipe devant les tableaux de résolution de problèmes. Et puis ensuite, moi, souvent, je vais me balader... ça reste encore parfois un peu du tourisme industriel, mais j'essaie que ce soit de moins en moins le cas. Je vais me balader avec la petite liste que j'ai prise des problèmes de lead time qu'on a pu voir le matin. Et puis je vais regarder un peu dans les équipes, discuter de manière un peu plus informelle. Une fois par semaine, le mercredi matin, je prends cette fois 2 heures où je vois une équipe et où on va ensemble voir des opérations de maintenance sur le terrain. On va vraiment regarder le travail. Alors on essaie de ne pas rester trop longtemps avec les mêmes opérateurs. Hein. On passe un quart d'heure, 20 minutes, puis ensuite on va en voir d'autres. Et le sujet là, c'est d'apprendre à regarder un peu le travail pour les phases suivantes de ce qu'on va vouloir, de ce vers quoi on va vouloir aller. Parce qu'on est encore pareil très débutant sur la manière d'observer le travail, la manière de comprendre comment il se fait, la manière d'échanger avec les opérateurs directement sur le lieu de travail. Et vous êtes accompagné par un sensei de temps en temps? Oui. Oui, et c'est aussi, je veux dire, et c'est aussi une des choses qui fait qu'on progresse, et ça n'est rendu possible aussi que parce que l'entreprise le permet. Donc tout à l'heure, quand on parle de déclic, etc., à nouveau, on est sur... Il y a certains moments où, ça paraît très ponctuel, mais il y a certains moments où il faut que l'engagement de l'entreprise soit pour qu'on puisse faire quelque chose derrière, quoi. Paul ?
J'ai une question par rapport au comité de direction. Vous avez dit qu'il intervenait à peu près 1 heure par jour sur le terrain. Comment est-ce que ça s'est mis en place et est-ce que ça tient dans la durée aussi? Ah ben, ça, maintenant, ça fait 1 an qu'on le fait. Les 2 premiers mois ont été un peu poussifs. En fait, au début, ce qui se passait quand on allait voir le lead time, là, c'est qu'il y a celui qui présentait, qui en prenait plein la poire. Il y a les gens du CODIR, parce que c'est le coordinateur de production qui en prenait plein la poire, et les gens du CODIR autour de la table, une bonne partie qui rigolaient. Puis au fur et à mesure, on a basculé. À un moment donné, il en prenait plus plein la poire. Puis après, il en prenait plus plein la poire. Il y en a qui prenaient des petites notes rapidement sur leur cahier. Et puis maintenant, les questions s'échangent, les remarques s'échangent de manière très fluide. Et on est vraiment sorti. Enfin, c'est un des trucs les plus notables avec ça, c'est qu'on est sorti d'une relation très tendue sur la discussion dans les problèmes de production à une discussion plus apaisée, même si, franchement, le niveau de problème, pour l'instant, bon, de toute façon, il va rester continu en permanence, mais on en prendra des plus petits. Mais le niveau de problème n'est pas descendu, quoi. On a parfois des trucs toujours aussi effarants qu'avant, quoi. Voilà. Merci. Juste un dernier truc, du coup, pour pouvoir le faire et que ça ne consomme pas du temps de partout, on a supprimé la réunion du CODIR. Donc oui, il nous a décrit finalement la façon dont le technocentre était auto-apprenant. Bon, éviter aussi une question concernant son manager. Mais globalement, au niveau de la SNCF, est-ce qu'il y a, au travers de cette expérience que vous menez, et qui est peut-être plus qu'une expérience, puisque c'est finalement un mode de management et un avenir, de la formulation de standards qui sont déployés sur la base de vos bonnes pratiques et peut-être les bonnes pratiques d'autres usines qui viennent vers vous aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans la phase d'accélération qui a été décidée au niveau de la maintenance du matériel. Il y a effectivement une batterie de standards de management, d'outils, de façons de faire qui a été mise à disposition sur une plateforme partagée de l'ensemble des établissements de maintenance. Et c'est effectivement, c'est des choses qui sont issues de ce qui se passe sur le terrain et qui sont ensuite mises à disposition du collectif. Il y a une petite partie qui est vraiment de l'obligatoire. Et ensuite, il y a différents stades. Il y a vraiment le standard. Et puis ensuite, il y a les bonnes pratiques qui peuvent être dans lesquelles on peut piocher à dessein. Mais si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous pouvez aussi vous diriger vers Monsieur Girard, ici présent, et vers son voisin. Merci beaucoup, Boris. Merci.